Aujourd'hui, on va parler de Booking qui a pris environ 17 000% depuis un peu moins d'une vingtaine d'années et qui a récemment pris une claque. Et on va voir si la claque est justifiée, si c'est une entreprise qui est extrêmement surévaluée ou si au contraire c'est peut-être le moment de rentrer sur ce genre de titre. Alors encore une fois, c'est pas juste avec ce genre de vidéo et avec une valorisation en moins de 3 minutes que vous allez pouvoir savoir si vous allez rentrer sur le titre très fortement ou pas du tout. L'idée est de savoir si globalement la grosse baisse ici est justifiée et d'essayer de voir un petit peu la valorisation potentielle et de voir si jamais les ratios vous plaisent et vous conviennent pour voir si vous voulez aller voir un petit peu plus loin et essayer de valoriser la société et de vous intéresser au dossier, de creuser et de lire les rapports financiers, ou si en voyant les ratios vous allez tout de suite vous dire non, je me tiens à l'écart de ce genre de dossier et même si ça a baissé et que ça a perdu 5-10% dans la journée, je m'en fiche, je reste à l'écart de ça, ça ne m'intéresse pas. Alors si on regarde les ratios, on voit ici le chiffre d'affaires qui est en pleine explosion depuis des années. On était un petit peu moins d'1 milliard, on est à plus de 21 milliards. Alors oui, il y a eu une recovery phénoménale due à la chute après la pandémie. Mais on voit bien que l'accélération est beaucoup plus forte. Pour moi, on normalise parce qu'on aurait dû avoir une courbe un peu comme ça. Donc on n'est pas trop mal, on vient juste de rattraper aujourd'hui, enfin cette année, par rapport à ce qui avait été prévu aux alentours de ce chiffre-là. Évidemment, on n'est pas à la virgule près, mais globalement, on est sur cette tendance-là. Il n'empêche que sur une vingtaine d'années, un peu moins, on passe quand même de 1 milliard à 21 milliards de chiffre d'affaires. Au niveau des revenus nets, logique, ça continue de monter également, sauf pendant forcément la pandémie, on a eu un petit problème, mais ça, on le sait tous. Globalement, on est quand même très fortement monté. On voit bien qu'on n'est pas remonté bien au-dessus du chiffre qu'on avait là, à voir si les marges ont été affectées pendant les 1 ou 2 années, on n'a pas dû licencier du monde, puis finalement reprendre plein ici, ou alors s'il n'y a pas quelque chose qui a bouleversé. Évidemment, ça, c'est à voir dans les rapports financiers et écouter les conférences calls, mais globalement, on est quand même sur une vingtaine d'années, sur une croissance des bénéfices qui est phénoménale. Au niveau de la marge nette est très élevée. On est à 27, 27, 28%, on a des pics à 32, on est redescendu forcément et on retourne une marge aux alentours de 20%. On espère que sur les futures années, on aura des marges qui vont remonter jusqu'à 27-28%. Mais si Booking arrive à tenir entre la barre des 20 et des 28, ça sera une belle prouesse. Au niveau du nombre d'actions en circulation, on avait eu une forte dilution jusqu'en 2013-2014. À voir pourquoi. Est-ce que c'était pour acheter les concurrents? Est-ce que c'était pour s'étendre à travers le monde? Peu importe. Mais voir si c'était une mauvaise gestion ou dans la stratégie de croissance. Il n'empêche que depuis 2014, on rachète drastiquement des actions puisqu'on voit bien qu'on est quand même passé de 51,9 à 34,39. Donc c'est phénoménal. On a fait une sacrée réduction du nombre de titres en circulation. Si on passe maintenant au screener 2. Le screener 2, on a un ROCE qui est très très élevé, 67 pour les meilleures années. Évidemment, ce sont des pics, des fois on n'arrive pas à avoir toujours ce résultat-là, mais on voit globalement qu'on est quand même entre du 26 et du 50, ce qui est phénoménal. Alors oui, il y a des années qui sont moins bonnes que d'autres, mais globalement, même quand je vois un ROCE 43, 35, 31 et qu'on est un petit peu moins efficace, à voir est-ce que c'est parce qu'on a racheté les concurrents, il faut mettre en place des synergies, ou est-ce que c'est cyclique, tout simplement parce que des fois il y a des fortes propensions au voyage et des fois pas du tout, mais globalement, on voit bien quand même qu'on reste sur un ROCE élevé. Maintenant, j'aimerais un peu plus de stabilité, ou en tout cas, aller voir dans les rapports financiers, voir s'il y a une explication, si le management justifie ces écarts et ces dents de scie, et si jamais c'est normal et que c'est prévu, que ça correspond par exemple à des cycles, alors ça m'ira, mais globalement, entre du 25-30 et 50%, c'est très joli pour le ROCE. Au niveau du free cash flow, puisque c'est l'argent que gagne réellement la société, on passe de 51 millions à 7 milliards, c'est phénoménal, on voit bien l'ascension en une vingtaine d'années, c'est juste incroyable. Et évidemment, le creux de 2020 et le rattrapage en 2021-2022, mais la société s'est bien ressaisie, on voit quand même que de 51 millions à 7 milliards, c'est incroyable. Au niveau du price to free cash flow, on est à 17 aujourd'hui et on voit que, alors on n'est pas sur les plus bas, on a eu mieux, on a eu du 12 l'année dernière, mais globalement on fait partie des choses les plus basses quand même, puisque on voit bien que ici on avait un price to free cash flow de 32 et au plus bas un 18 pendant de nombreuses années, et on voit que c'est que tout récemment qu'on est sur la fourchette un peu plus basse, ce qui est logique puisque après la pandémie, les économies sont mises à repartir, mais le voyage évidemment est resté un petit peu en suspens, puisque entre les voyages où on se dit que on peut avoir des nouvelles restrictions, on peut avoir des nouveaux problèmes, ou
d'autres pays qui ont pu mettre des restrictions en décalé, forcément ça ne favorise pas, et il est évident que quand on a le choix entre par exemple de la tech, parce qu'on est tous encore chez nous et on voit les sociétés tech qui surperforment et qui gagnent toujours plus de free cash flow, et une société qui fait forcément dans le voyage, il n'y a pas à hésiter, évidemment beaucoup de gens préfèrent aller sur la tech, et donc même si Booking joue et surfe un peu sur la tech puisque elle profite des réservations en ligne, elle fait juste l'intermédiaire entre le client et tout ce qui est les hôtels et camping, chambre d'hôtes, etc. Bref, elle fait le lien entre les deux, donc forcément le site internet et le paiement c'est de l'informatique, et on pourrait penser que ça pourrait surfer sur cette tendance-là, mais pas du tout, puisque comme derrière le sous-jacent c'est du voyage et que tout le monde craint encore, alors même si on craint moins qu'il y a 2-3 ans, mais globalement ça repart mollement et on a toujours un léger doute, globalement on voit bien quand même que c'est moins pricé qu'il y a une dizaine d'années. Il n'empêche que on est quand même sur une des fourchettes basses. Est-ce que c'est le moment d'investir? Ça, c'est à vous de répondre. Mais globalement, on est pricé moins cher qu'il y a une dizaine d'années. Si on passe au screener 3, ici j'ai mis le PER. Le PER est un 29 et il reste dans la médiane de ce qu'on a habituellement. Donc elle n'est pas sous-valorisée ou survalorisée d'après le marché. On est à peu près dans la médiane. On a eu un creux ici à 19. Si ceux qui étaient intéressés par le dossier, ça aurait pu être une opportunité puisque ça faisait un petit moment, à part évidemment en 2020, qu'on n'avait pas eu ce ratio-là, en 2010 la dernière fois. Donc forcément, là, ça pouvait être un bon moment. À voir ici, est-ce que les gens seront prêts à payer le prix médian? Est-ce que la société vaut le coup ou pas? Ça, c'est à vous de répondre également. Si on passe au niveau de la dette nette, on avait un remboursement de dette. À voir si c'est pas pour ça qu'il y avait eu une dilution. On tombait à peu près au même moment. Et on a eu une explosion de la dette. À voir pourquoi aussi dans les rapports financiers et conférences call, pour voir si c'était justifié, si c'était une stratégie voulue. Et on voit bien qu'on se désendette tranquillement. Évidemment, là, on a eu depuis 2020, on a dû avoir des petits soucis, donc ça ne me surprendrait pas qu'on se réendette pour renflouer les comptes et s'étendre. Ou alors, c'est tout simplement une stratégie d'acquisition ou d'expansion à voir. Comme d'habitude, il faut faire parler les chiffres, il faut aller voir pourquoi, puisque si on voit le comment, mais on ne comprend pas le pourquoi, et le pourquoi, c'est ce qui fait toute la différence entre une bonne dette et une mauvaise dette. Au niveau des capitaux propres, on était en pleine ascension et on voit que depuis 2017, on est en descente complète. Alors attention, il ne faut pas se dire non plus que parce qu'on a des capitaux propres négatifs, c'est la fin, la boîte va fermer. On est dans des cas particuliers où justement, s'il y a une forte dette, ça peut rendre les capitaux propres négatifs. Mais alors évidemment, dans la plupart des sociétés, ce n'est pas une bonne chose puisque vous avez vos actifs, vos bâtiments, vos usines, moins la dette. Et donc forcément, quand normalement vous gérez bien votre entreprise, normalement en notant la dette de tous vos capitaux, vous devriez avoir des capitaux propres positifs. Il n'empêche que comme Booking n'est qu'un intermédiaire, elle n'a pas besoin d'avoir d'énormes bâtiments, d'énormes capitaux. Elle a peut-être une maison mère avec donc un building avec quelques personnes dedans qui font le code, qui maintiennent l'application ou le site, et c'est tout. Et derrière, si elle lève beaucoup de dettes pour s'étendre, pour faire des partenariats, peu importe la raison, forcément ça peut se justifier. Vous avez quelques rares comme ça, quelques rares business qui peuvent avoir des capitaux négatifs sans être inquiétants. Évidemment, c'est toujours quand même à surveiller, mais globalement, si vous avez quelque chose qui vous permet d'être, on va dire, entièrement numérique ou très proche de l'entièrement numérique, et souvent c'est dans le service et dans le service informatique, eh bien vous pouvez avoir des capitaux propres négatifs sans que la société soit en péril. Et au niveau de la valorisation, on voit bien que la capitalisation, on est en hausse constante en dents de scie comme d'habitude, mais globalement on est en pleine hausse, donc pas de problème. Si on regarde au niveau des anticipations, on se met ici. En annuel, on voit qu'en 2023, reporté 152 et on avait estimé 148. Et on voit bien qu'on estime une belle croissance puisque ça monte bien, 174, 205, 235 et 269. Donc pour l'instant, on a l'air d'avoir une belle reprise. Alors oui, on a eu notre chute en 2020, mais on voit bien qu'on est sur une belle ligne qui monte fortement. Donc oui, je peux comprendre qu'on ait un PER de 30 et qu'on ait un price to free cash flow d'environ 17-18, puisque quand on voit une telle croissance, évidemment, il faut qu'elle soit soutenable et stable. Mais globalement, quand on voit ça et les ratios, puisque on le rappelle, les ratios, la marge nette est aux alentours de 18-20% et une croissance du chiffre d'affaires qui est phénoménale, évidemment, ça se paye. Donc, sans avoir fait de valorisation ni rien, on peut comprendre que le cours monte sans cesse depuis de nombreuses années, et à voir ici pourquoi ça dégringole. Est-ce qu'il y a des mauvaises prévisions? Est-ce que Booking annonce une croissance qui va être ralentie, voire négative? Est-ce qu'il y a un article, un soupçon de corruption, de quoi que ce soit?
Ou est-ce que c'est juste le marché qui des fois reflue, tout simplement parce que les résultats n'étaient pas à la hauteur de ce qu'il espérait. Ça ne se justifiait plus d'avoir surpris le marché comme récemment les sociétés le font. Et souvent quand elles sont légèrement au-delà des attentes, voire au niveau des attentes, eh bien tout simplement ça corrige parce que le marché veut encore plus, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Dans tous les cas, j'ai vraiment hâte de faire une valorisation rapide et surtout d'aller lire les rapports financiers et écouter les conférences call, puisque là, les ratios sont tout bons. Le business me paraît plutôt stable, puisque globalement, il y aura toujours besoin de gens pour voyager. Et globalement, à part encore une pandémie, normalement, le business devrait être relativement pérenne dans le temps. Et Booking a l'air d'être parfaitement situé sur son marché et d'en tirer de belles marges. Alors j'ai fait une rapide recherche juste pour voir pourquoi on avait eu cette correction. Booking retombe à Wall Street, si je descends. Booking reculait de 9% après la bourse hier soir à Wall Street au lendemain d'une publication trimestrielle. Le voyagiste en ligne américain avait annoncé un quatrième trimestre avec un bénéfice ajusté par action de 32 $ comparé à un consensus voisin de 30 $. Donc on est revenu au-dessus des attentes et à un niveau de 24,7 $ un an avant. Donc on est au-dessus du consensus de ce qui était attendu et on est au-dessus de ce qu'on faisait un an avant, on est même bien au-dessus. Les revenus trimestriels ont totalisé quant à eux 4,8 milliards de dollars, plus 18%, meilleur que prévu. À comparer à un niveau de 4 milliards de dollars un an plus tôt, Booking Holdings a ainsi réalisé des revenus annuels de 21,4 milliards de dollars en croissance de 25% pour un bénéfice net de 4,3 milliards de dollars en hausse de 40%. L'EBITDA ajusté a progressé de 34%, 7,1 milliards sur l'exercice. Le groupe a initié un dividende, etc. Blablabla. Alors, je ne comprends pas pourquoi on a une correction de 30 $, enfin parce qu'on attendait 30 $ et qu'on a du 32, ou alors le marché s'attendait encore mieux, donc à être agréablement surpris plus par rapport à là, ou alors il y a une mauvaise nouvelle, des mauvaises projections, je vais aller voir sur d'autres sites. Alors ici on a les actions de Booking baissent après des prévisions médiocres sur la normalisation voyage aux États-Unis. Booking a chuté de 8% début. Booking devrait perdre environ 11 milliards de dollars en valeur de marché si les pertes se maintiennent, bien que les réactions de Wall Street à ces résultats du quatrième trimestre aient été mitigées. Certains notent que les perspectives de croissance de la société pour 2024 légères supérieures à 7%. Voilà pourquoi, puisque on a vu que le chiffre d'affaires était en grande hausse et à chaque fois on avait une super croissance. 7% c'est moyen, voire médiocre pour ce genre de société. En tout cas, historiquement, c'est historiquement médiocre comparé à ce que la société est capable de délivrer habituellement. Et donc voilà pourquoi, forcément, quand on a des PER de 29, quand on a une légère déception du marché sur l'année qui arrive, les gens se retirent puisque c'est comme d'habitude. Vous avez beau avoir une société avec des beaux ratios et une belle croissance, si vous la payez cher mais qu'elle délivre, c'est très bien. Si vous la payez cher et que derrière elle vous dit que ça va ralentir un petit peu, quand vous avez un PER de 10, vous maintenez, vous vous dites que vous êtes déjà chanceux d'avoir un PER de 10. Quand c'est un PER de 30, vous vous dites tiens, il y a peut-être quelque chose qui est un peu moins valorisé ailleurs et qui va peut-être même me donner un meilleur rendement sur l'année 2024. Les réservations brutes de la société ont augmenté de 24% en 2023, donc forcément quand on met 7% en face, ça n'a rien à voir. Année où la demande des voyages s'est maintenue en dépit d'une inflation élevée et d'une réorientation des dépenses des consommateurs vers les services plutôt que les biens. Un phénomène qui a fait grimper en flèche les actions des entreprises du secteur. Donc oui, on pourrait avoir le fait que l'inflation là et le pouvoir d'achat des ménages qui a fondu va vraiment s'impacter sur 2024 et impacter les sociétés de voyage comme Booking, et forcément on fait un rajustement immédiat quand on a ce genre d'annonce qui arrive. Le cours réajuste immédiatement et beaucoup de gens sortent pour éviter justement ces médiocres 7% qui pour eux sont médiocres, alors qu'ils pourraient avoir par exemple dans l'intelligence artificielle, on leur vend une croissance à 30% annualisée. Donc forcément, je comprends qu'il y ait une correction. Maintenant, il faut voir si c'est tenable dans le temps, si Booking ne va pas encore surperformer comme elle l'a déjà prouvé auparavant avec des surperformances 32 $ contre 30 au consensus. Si jamais elle arrive à faire du 8, 9, voire même 10%, on aura une belle société qui aurait fait du 10, 20, 24% les autres années et qui aura une croissance de 10% dans les pires années. C'est vraiment pas mal du tout. Et une rapide recherche ici, juste en survolant, en vous mettant des statistiques. Alors évidemment, c'est très grossier, mais juste pour montrer que finalement, e-tourisme, les sites les plus populaires en France, Booking.com, arrive premier et de loin, 56% devant Airbnb. Donc oui, même si les voyages sont en réduction, même s'il y a beaucoup de gens qui ne voyagent moins ou moins loin ou qui mettent même un peu moins cher dans leur voyage, on a quand même Booking qui domine grandement le marché et qui devrait pouvoir sortir son épingle du jeu, voire même, évidemment, on ne peut pas savoir à l'avance, mais si Booking arrive à maintenir et à économiser de l'argent et à tenir bon, ça pourrait être l'occasion de racheter d'autres sociétés qui, elles, seraient
serait plus mal en point, et donc de faire une petite fusion-acquisition, ça pourrait être pas mal. Donc une mauvaise nouvelle pourrait se transformer en bonne nouvelle. Attention, ce n'est que de la spéculation. Je ne suis absolument pas dans les petits papiers des dirigeants. Je dis juste que une crise ou une mauvaise nouvelle peut des fois être une bonne nouvelle et proposer des rebondissements qui s'avèrent être bien positifs pour le futur. Voilà, j'espère que je vous ai montré un peu comment on fait pour une vue d'ensemble, les ratios, etc. et que ça vous a donné envie de creuser surtout sur Booking, qui m'a l'air d'être une société pas mal du tout. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et moi je vous dis à la prochaine. Salut!